Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. C'est vous qui êtes à la trompette, on l'a jamais précisé à nos téléspectateurs, mais c'est vous, on est d'accord. On vous reconnaît. Le week-end, je m'entraîne. On reconnaît le souffle. Allez, aujourd'hui on accueille sur ce plateau une voix enthousiaste et lumineuse qui nous caresse les tympans à l'heure où l'actualité a tendance à nous les percer. Bonjour Thomas Hill. J'aime cette idée de caresser les tympans. Attends, on est consentant, vous savez c'est important. Bien sûr. Vendredi dernier, vous avez célébré le 500e numéro de Culture Média, c'était sur Europe 1. Beaucoup d'émotions, j'imagine. C'était fou. J'étais très heureux de ça parce que c'est rare qu'on fasse une émission en public. Déjà, rien que ça, avoir du public, c'est assez génial. Ça change l'ambiance directement. Et puis surtout d'avoir tous ces invités réunis, tous ces animateurs réunis. C'est assez rare que des gens de chaînes différentes acceptent de venir tous ensemble comme ça. C'était hyper drôle. Le plateau était incroyable. Il y avait, on peut les citer, Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault, Isabelle Iturburu, Bérangère Krief, ça c'est pour la partie culture, Pascal Obispo. Quel lien vous entretenez avec ces gens-là? En fait, là, j'ai voulu réunir que des gens qui sont des habitués. Je ne vais pas dire des amis, ce serait présomptueux, mais que des habitués de l'émission, avec qui on s'entend bien, qui sont des bons clients, qui ont l'habitude de venir, qui sont à l'aise avec moi et qui étaient prêts à fêter le truc avec nous tous ensemble. Donc ça a mis une ambiance assez géniale, quoi. Tout le monde se vannait un peu, entre animateurs aussi, entre Cyril Ferraud, Jean-Pierre Foucault, Stéphane Rothenberg. Ça, c'était drôle de les voir ensemble, quoi, parce qu'en fait, ils n'ont jamais l'occasion d'échanger sur leur métier d'animateur, d'animatrice. C'est vrai. Et du coup, c'était très marrant. À part sur quelle époque, c'est vrai, où on a tendance à les voir ensemble, mais ils sont généralement en promo. Là, ils sont dans une ambiance beaucoup plus détendue. C'était hors promo, vous avez raison de le dire. C'est qu'ils n'avaient rien à vendre, donc ils venaient ça, c'est rare, ça pour le plaisir. C'est rare, vous êtes d'accord? Et ça montre qu'ils tiennent beaucoup aussi à votre émission et à vous, à quel point c'est devenu aussi une institution Culture Média. C'est pour ça que ça m'a touché, que ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils acceptent. Je les ai remerciés 1000 fois, même après l'émission, parce que j'étais touché vraiment qu'ils soient là, qu'ils acceptent de venir. Et voilà, on a passé un super moment. Il y a eu du live, il y a eu des rires, enfin voilà. À réécouter. Blind test. Absolument. Et c'est vrai que tout à l'heure, Sarah parlait d'amitié. Vous avez vraiment des amis aussi dans ce métier. On a coutume de dire que on a des relations d'intérêt, que les uns se servent des autres, etc. Ce qui est vrai. Mais est-ce que vous avez vraiment des relations d'amitié avec certaines célébrités? Mes vrais amis sont des gens plutôt de mon école d'avant, de Sciences Po, de tout ça, que j'ai gardé, ou j'ai les mêmes depuis toujours. Et eux, je peux dire que c'est des vrais amis. Je trouve que le terme d'ami, il est fort. Et je tiens à ce que ce soit vraiment pour eux. Après, j'ai des vraies connaissances, des vrais liens avec certains, avec des invités avec qui on s'échange des messages, même après l'émission, même en dehors de toute promo, pour le plaisir. Ce week-end, j'ai échangé avec Vincent De Dienne, par exemple. Ah ouais, pas mal. C'est sympa. C'est sympa, c'est la classe. Pas mal. Moi, j'ai échangé avec ma mère, mais bon, voilà, parce que j'étais allé voir la pièce de Josiane Balasco, donc il me demandait comment c'était, est-ce que ça t'a plu, donc je lui faisais mon petit débrief. De temps en temps, on s'envoie des recommandations de séries, des trucs comme ça. Donc c'est assez sympa d'avoir ces liens-là aussi en dehors avec les artistes. Et puis c'est ça aussi qui fait que derrière, ils ont aussi envie de revenir. Bien sûr, il y a un lien de confiance aussi qui s'établit entre vous et les invités. Eh bien, on va en parler dans un court instant de cette 500e. Et puis de la suite aussi, puisqu'on vous souhaite aussi 500 nouveaux numéros, cher Thomas Hill. On croise les doigts. Pour le moment, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. On commence les infos médias avec Françoise Laborde qui dénonce le livre du veuf de sa sœur. Et oui, car il y a un an, Catherine Laborde disparaissait à l'âge de 73 ans des suites de la maladie à corps de Lévy. Et à cette occasion, son ancien compagnon, son veuf, Thomas Stern, a sorti un livre où il raconte les dernières années, les années de maladie, les nuits d'angoisse, les chutes, la solitude. Et ça ne plaît pas à la sœur de Catherine Laborde, Françoise Laborde, qui s'est exprimée sur Instagram ce week-end. La consternation, le chagrin, dit-elle, le dégoût de voir ta maladie et ton départ exploité dans un livre, dans le livre de ton compagnon qui a cru bon de publier et qui nous choque profondément. Voilà ce qu'exprime Françoise Laborde. Il faut rappeler que les filles de la présentatrice de TF1, la présentatrice météo, s'en étaient déjà émues quelques jours plus tôt en déplorant un mauvais goût terrible à travers la publication de ce livre, précisant qu'elles n'avaient pas été mises au courant avant. Alors c'est vrai que de plus en plus de personnalités font état de leur maladie aussi publiquement. Maintenant, on peut citer évidemment Catherine Laborde, mais Jean-Pierre Pernaut aussi, lorsqu'il était encore de ce monde. Si ça vous arrivait, vous le feriez aussi? Vous seriez capable de raconter cette intimité? Non, moi je crois que je suis trop pudique pour ça. Ouais, vraiment. Je crois que j'y arriverai pas. Même pour des choses qui me sont arrivées un peu tristes dans ma vie, j'ai jamais eu ce besoin d'aller le raconter, d'en faire un livre. Après, ça m'empêche pas de recevoir effectivement des artistes qui parfois racontent leur histoire et je trouve ça intéressant. Je trouve ça croustillant même parfois à lire, mais
mais je suis trop pudique pour ça. Et même les choses un peu tristes qui ont pu arriver dans votre vie, vous voulez pas en parler parce que c'est peut-être douloureux pour vous, parce que, ça vous appartient. Et puis parce que ça m'appartient, et puis ça entraîne d'autres gens. C'est-à-dire que c'est pas juste moi, ça entraîne ma famille, ça entraîne mes frères et sœurs. Et j'aurais besoin, en tout cas, de leur demander avant. On parlait d'autorisation, j'aurais besoin de leur demander l'autorisation avant. Ouais, et moi, si je peux me permettre, parce que ça, votre épouse en a parlé publiquement, l'été dernier, elle a fait état. Carole Tolila, Silence ça pousse, on l'adore, Carole. Bien sûr, on adore, qui vient souvent nous voir aussi sur ce plateau. Elle a fait un message, franchement, bouleversant. C'était l'été dernier où elle révélait avoir fait une fausse couche. Comment vous avez surmonté cette épreuve, si ce n'est pas indiscret ? En fait, on l'a surmonté plusieurs fois, cette épreuve, on l'a encore dernièrement. Là, une nouvelle fois. Ouais. 3 fois au total. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est des moments en très peu de temps sur plusieurs années là. Ouais. Mais nous, on a la chance d'avoir 2 enfants. Et on a la chance d'avoir 2 enfants qui sont merveilleux, qui sont beaux comme tout. Vous les avez peut-être déjà croisés, Thelma et Edgar. Voilà, ils sont mignons comme tout, ils sont intelligents. Et donc, nous, on se raccroche beaucoup à ça, à cette chance énorme qu'on a, et on est extrêmement heureux. Après, vous avez toujours envie d'avoir un peu plus dans la vie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Mais il y a des gens qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un enfant. Donc, j'imagine que ça doit être encore plus dur pour eux. Mais c'est vrai que c'est toujours une épreuve et c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est pour ça qu'elle a voulu le faire. Et j'ai trouvé ça très courageux parce que les fausses couches, finalement, on n'en parle pas. Alors que on a l'impression que c'est commun, quand même. Enfin, c'est commun. Oui, je crois que ça arrive. Ça arrive très malheureusement. Souvent. Et même moi, je n'avais pas réalisé qu'une fausse couche, il faut en passer par un avortement, une interruption volontaire. Spontanée de grossesse. C'est ça qui est violent aussi dans la manière de le vivre. C'est vrai que c'est difficile à vivre. C'est des moments très douloureux. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la femme, mais pour l'homme aussi, le futur papa, c'est compliqué aussi. C'est vrai que c'est encore plus dur pour elle parce que c'est vraiment dans votre chair, c'est dans votre corps. Et donc c'est beaucoup plus dur de s'en remettre. Allez, on poursuit ces infos médias avec Estelle Denis qui s'insurge contre le sexisme qu'elle subit quotidiennement, Sarah. Et oui, c'était dans son émission Estelle Midi, ça c'est sur RMC, lors d'un débat autour du sexisme. Eh bien, l'animatrice s'est confiée de manière un peu plus personnelle. Elle déclare par exemple, moi, il n'y a pas un jour où je ne me fais pas traiter 10 fois de pute. Je la cite, bien sûr. Je pense qu'il y a une jalousie de la part des hommes parce que nous, les femmes, on accède à des postes à responsabilité. Elle dénonce également d'autres messages toujours plus virulents, c'est sur les réseaux sociaux. Elle a dû coucher avec machin, c'est ce qu'elle lit aussi régulièrement. C'est sans arrêt, dit-elle. Tu interviews quelqu'un, c'est elle a dû coucher avec. Et vous, Thomas ? C'est incroyable. Est-ce que vous avez dû coucher aussi ? C'est vrai qu'on ne pose jamais la question aux hommes. C'est la première fois qu'on vous la pose, cette question. Voilà. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir balancé des annonces à droite à gauche. Je suis extrêmement vexé. Mais personne ne voulait de vous. Mais quel scandale. C'est vrai que c'est très injuste là-dessus, parce que moi je ne reçois jamais de message de cet ordre. Et non, mais je trouve ça très dur pour les femmes qui passent à l'antenne, effectivement, et qui se cognent ce genre de fous furieux sur les réseaux. Et c'est vrai que nous, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vécu ça. Non, c'est vrai. Ça arrive beaucoup moins aux hommes, effectivement. Là-dessus, il y a une vraie inégalité de traitement. Et vous lisez les réseaux sociaux, ceci dit, ce qui se dit sur vous Oui, forcément. Parfois, oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, les seules choses un peu gênantes que j'ai pu déjà recevoir sur Instagram, ça émanait d'hommes en général. Ah oui, mais ils vous disent quoi, les hommes ? Il y a quand même un problème. Parfois, ils sont assez directs, c'est-à-dire qu'ils ne parlent même pas, ils envoient une simple photo. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est assez surprenant, je vous assure. Et c'est pas un portrait en vacances, généralement. Voilà. C'est un portrait du bar. Et quand vous ouvrez votre et vous tombez là-dessus, c'est assez spécial quand même. Ah oui. Surtout que vous n'avez rien demandé, a priori. Et surtout que je me dis qu'ils sont très très mal renseignés sur ma sexualité. Oui, c'est ça. Oui, parce que pourtant, on le sait. Vous faites c'est assez public, c'est assez public. Oui, c'est ça. Mais bon, qui ne tente rien à rien, je pense. C'est sans doute ce qu'ils doivent se dire. Vous n'avez pas envoyé une photo, j'en sais rien, mais ils doivent se dire ça. C'était Dame, en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas le visage. C'est des comptes cachés. Et on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 42. 42, oui, c'est en kilomètres la longueur du marathon de New York. J'ai eu peur, ouais. Oui, surtout qu'on venait de parler d'un sujet. Bon, non, le marathon de New York, il fait 42 km. Ophélie Meunier y a participé. Je crois qu'il y a un problème de micro. Non, mais c'était en novembre dernier. Elle s'est confiée dans quelle époque ? C'était le week-end dernier, et notamment sur l'entraînement intensif qu'il faut pour participer à ce marathon. Et alors Hugo Clément, qui partage cette passion de la course, a balancé des petites infos sur Ophélie Meunier. Il dit elle a vomi sur son premier marathon. Ça c'est une info. Ophélie Meunier qui confirme, oui, j'ai repeint le pont Alexandre III. En plus on a les détails. C'était à Paris, sur ce très chic pont. Quel courage. Est-ce que vous avez déjà aussi contribué au patrimoine local, vous
ce genre de mésaventure. On veut tout savoir. Dans votre jeunesse, ça fut arrivé. J'étais de Toulouse quand je faisais des études. Ah oui, vous étiez de Toulouse. Effectivement, c'est arrivé. Est-ce que vous êtes sportif aussi? Parce que là, on parlait du marathon, mais c'est vrai que vous avez une silhouette longiligne à faire pâlir toutes les personnes qui, comme moi, ont une petite bedaine. Est-ce que vous faites du sport derrière? Ah bah c'est ça. Je fais du sport, bien sûr. Je me suis mis surtout comme tout le monde, comme beaucoup de gens en tout cas au padel depuis quelques temps. Ah c'est vrai, c'est vraiment un sport à la mode. J'adore ce sport, c'est une découverte pour moi. Qu'est-ce qu'il y a avec ce sport? Pourquoi on devient accro? C'est sympa, ça se fait à 4, c'est rigolo et du coup, je crois qu'il n'y a pas besoin d'une bonne technique en fait. Et voilà, et vous vous sentez très vite très bon. C'est une erreur évidemment, mais c'est moins complexant que le tennis. Oui, parce que quand vous jouez avec des personnes qui a priori sont plutôt bonnes, c'est plus compliqué. On se rend compte très vite qu'on est très nul. En tout cas, c'est du sport, c'est vrai. Et quand vous ne faites pas du sport, eh bien vous êtes où? Vous êtes sur Europe 1 le matin. On vous écoute, nous, vous savez, Culture Média. Parfois même, on vient chez vous. Allez, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors vous avez sorti les chapeaux à pointe et les cotillons, c'était vendredi dernier à l'occasion de la 500e. Et c'est vrai que généralement, quand on fête un anniversaire, on a deux sentiments qui se télescopent, si j'ose dire. D'un côté, on est content parce que c'est super, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Et d'un autre côté, on se dit quand même qu'on devient un peu vieux. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Pas encore, j'en suis qu'à ma 3e saison. Oui, ça va, j'ai encore un petit peu de temps avant de me sentir complètement has-been. Alors ça va. Mais non, j'étais juste heureux. J'avais envie de marquer le coup en fait. Donc j'aurais parlé à la direction au début de l'année. C'est un bon prétexte pour faire la fête, pour faire une émission en public avec une autre envergure, pour faire des plateaux comme le vôtre pour en parler. Donc voilà, moi j'étais content de faire ça et c'est des trucs à pas louper. Je ferai la 1000e aussi, j'espère aller jusqu'à la 1000e. On vous le souhaite, vous avez envie en tout cas. Ah oui, j'ai envie de continuer. J'ai rarement été aussi heureux. Franchement, j'ai beaucoup de chance de faire cette émission, de rencontrer tous ces gens. Et puis, ça me correspond, quoi. En fait, j'ai l'impression de me sentir vraiment à ma place en faisant ça. Moi, vous savez, je suis passionné de médias depuis tout petit. Donc, voilà, la partie médias, c'est vraiment ma passion. Et puis ensuite, j'ai découvert le plaisir d'interviewer des artistes, des chanteurs, des auteurs, comme j'ai eu. La difficulté aussi, parce que interviewer ses confrères, ses consoeurs, on est bien placé pour le savoir. C'est que parfois ils ne sont pas tous simples. Non, ils ne sont pas simples. Mais on y arrive. Oui, on finit par y arriver. Et alors, ce qu'on a bien aimé dans cette 500e, c'était la présence de votre femme, Carole Tolila, qui était présente au premier rang. Elle était là. Non, elle n'était pas dans l'émission quand même. Alors non, mais elle était dans les coulisses, on l'a lu. J'ai vu un article qui résumait cette 500e. Je crois que vous l'avez lu un peu chez nous, a priori. Il me semble. Et dans le titre, il y avait quand même Carole Tolila au premier rang. Bien sûr, c'était faux. Non, c'était vrai. Ah, elle était là, bien sûr. Elle vous soutenait. Et quelle place elle occupe dans votre quotidien? Vous livrez des conseils, parce que finalement, vous faites le même métier. Et ça, c'est très précieux, en fait. Alors, c'est très précaire, parce qu'on est tous les deux précaires. Du coup, on ne sait tous les deux pas ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr. Ça, c'est assez particulier. Mais ça aide aussi à se comprendre et à comprendre aussi les difficultés de ce métier, le stress que ça représente, les angoisses. Là, évidemment, avant ma 500e, j'étais un peu tendu la veille parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Et moi, elle me rassure beaucoup. Je pense que je la rassure aussi. Donc, voilà, on s'aide mutuellement beaucoup. Et vous parlez de vos deux petites merveilles là tout à l'heure, mais ils veulent devenir animateurs aussi? Parce qu'avec deux parents animateurs, j'imagine que vous leur avez donné le virus. Alors, dans l'émission, là, il y a eu un message très mignon de mes enfants en fin d'émission. Mais c'est un petit message surprise. Et si vous écoutez le message, vous verrez qu'il y en a un des deux, en l'occurrence ma fille, qui est particulièrement à l'aise derrière le micro, qui adore ça. Bon, elle a à peine 10 ans. Elle est prometteuse. Mais je sens un potentiel. Elle est déjà venue à Europe 1, elle a déjà pris un petit peu le micro, et ça lui posait pas de problème. Ça lui pose pas de problème, elle est plutôt à l'aise. Et alors, depuis les débuts, comment l'émission a-t-elle évolué, cher Thomas, Culture Média? En fait, quand j'ai repris cette émission, je me suis dit, il faut arriver à en faire un rendez-vous à la fois dynamique, sympa, exigeant sur le fond, mais que sur la forme, on se marre, que ce soit sympa, qu'on comprenne qu'il y a une petite bande, qu'on arrive à faire vivre et exister aussi cette petite bande. Et puis dans les invités, d'essayer de rendre ça à la fois populaire et pointu, de mélanger tout ça. Voilà. De ne pas faire d'exclusif, de ne pas faire de snobisme aussi. Et moi, je veux recevoir absolument tout le monde dans cette émission. Donc moi, c'est ce que j'ai dit tout de suite à ma programmatrice, essayons d'être le plus ouvert possible. Et je suis content parce que les gens répondent. Voilà, et les gens sont là. Moi, c'était mon inquiétude au départ. C'est est-ce que tout le monde va venir dans cette émission?
Et voilà, et quand je vois tout le monde venir tous les jours et que même il y a des jours où ça se bouscule un peu, c'est super cool, quoi. Et est-ce que vous arrivez encore à supporter la langue de bois après 500 numéros? Parce que tout à l'heure, Sarah le disait, c'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui sont des bêtes de télévision, des comédiens qui ont l'habitude de répondre à des interviews, des animateurs aussi dont c'est quasiment le métier. Et vous les interrogez, ces gens-là. C'est quasiment impossible de les faire. C'est impossible, et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'éléments de langage, de gens qui sont corsetés par la com ou qui ont peur de parler, vraiment qui ont une réserve absolue, qui ont peur de la moindre boulette, mais parce que aussi, on le disait, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, et que vous savez très bien qu'après, ça va être la petite phrase qui va être reprise, qui va servir de titre à l'article. C'est peut-être ce que vous allez faire. Bien sûr, absolument. Évidemment. Exactement. C'est votre métier. N'hésitez pas d'ailleurs, allez-y. On veut de la punchline. Et du coup, ils ont tous peur de ça. Ils sont terrorisés par ça. Mais après, on arrive en fait à les mettre à l'aise. Moi, c'est vraiment aussi un de mes trucs, c'est que, par exemple, je sais que Philippe Vandel, qui était avant moi, ne supportait pas qu'on parle pendant la pub. Il disait pas d'émission avant l'émission. Et moi, je fais un peu l'inverse. C'est-à-dire que si vous l'avez remarqué quand vous êtes venu, on parle tout le temps. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est dans un but de vous mettre le plus à l'aise possible et que ce soit le plus naturel possible. Et puis en me disant, peut-être que derrière aussi, on obtiendra des choses. Parfois, j'apprends des choses pendend la pub et je m'en sers dans l'interview. Exactement. C'est une pré-interview finalement. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'avant l'interview, c'est pas forcément l'émission, c'est la pré-interview. Oui. Voilà. Et faut juste pas édulcorer les sujets qui peuvent être sensibles. Mais voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est plutôt les gens qui ne jouent pas le jeu. Ça m'arrive avec certains artistes, mais très rarement. Des gens qui viennent là avec des pieds de plomb, qui n'ont pas forcément envie d'être là ou qui en sont à la 15e promo. Et du coup, ils sont blasés. Vous avez un mauvais souvenir J'en ai, je vais les garder pour moi. Allez-y, revenez, non. Vous parliez du titre tout à l'heure, on a besoin de monde. Non, mais il y a des gens... j'ai même eu une fois... mais vraiment, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais j'ai eu une fois, heureusement, cette émission était enregistrée. Ce qui arrive, c'est rarissime que mon émission soit enregistrée, mais là, vraiment, cette personne ne pouvait pas se lever le matin, donc rendez-vous l'après-midi. Et je l'ai lancé sur un sujet sans savoir que ce sujet était totalement interdit. Ah oui. Et vraiment, la personne s'est approchée, elle s'est levée immédiatement, furieuse, m'a attrapé le bras en me disant « je vais te péter la gueule ». Mais non. Et on a dû arrêter l'émission, sortir en dehors du studio, je l'ai calmé, je lui ai dit non mais pardon, évidemment cette séquence sera coupée, on repart comme si de rien n'était, et puis on va finir cette émission ensemble et tout va bien se passer. Et l'émission était plutôt bien à l'arrivée. Mais ça a été extrêmement tendu. Oui, ça a dû être très très tendu, même après d'ailleurs. Oui, vous l'avez reçu à nouveau, cette personne, ou pas? Pas reçu à nouveau. Vous n'allez pas la réinviter? Je suis sûr qu'il reviendra très vite. Ou en tout cas, avant, il faut border les sujets, quoi. C'est ça, mais ça arrive que parfois, il y a des gens qui nous donnent des consignes avant en disant vraiment ce sujet, on ne l'aborde pas, et je le comprends. Hein. Là, la consigne n'était pas arrivée jusqu'à moi, donc moi, j'y suis allé tranquille. Et à l'inverse, il y a des invités que vous rêveriez de recevoir, mais qui ne sont jamais venus pour le moment. Oui, je rêve de recevoir Sophie Marceau. Je lui lance un appel, vraiment, Sophie Marceau. Elle est très rare en interview. Il y a son film LOL 2 là, qui sort, j'adorerais la recevoir. Il y a des gens plus surprenants comme Jonathan Cohen, par exemple, qui est encore jamais venu dans mon émission. Bon, après, c'est des gens qui sont très très demandés. Oui. Et donc voilà, je comprends que ce soit c'est très compliqué pour eux et ils peuvent pas tout faire, mais j'y arriverai. Voilà. On croit en vous. J'y crois. Et il y a eu des petits changements d'horaire sur votre émission. Vous avez changé de case de saison en saison. Là, vous êtes de 10h à 11h30. Auparavant 9h30, 11h. Comment vous avez vécu ces changements-là? Moi, ça m'a pas changé grand-chose, si ce n'est que maintenant, je peux emmener ma fille le matin à l'école, donc je suis assez content. Ça vous arrange finalement? Ça m'arrange plutôt, je démarre un tout petit peu, enfin une demi-heure plus tard, là, à 10h maintenant. Non, franchement, c'est pas un gros changement pour moi. Et le vrai changement, ça a été, mais ça s'est fait très vite, ça a été de ramener de 2h à 1h30. Ça, c'était un changement. On vous a réduit quelque part le temps de parole. Qui, pour le coup, m'a aussi soulagé, parce que les 3 premiers mois où je faisais 2 heures d'antenne, j'avoue que je trouvais ça très, très dense, parce qu'on est une petite équipe et que ça me faisait préparer énormément d'interviews et de débats. Et c'était les 3 premiers mois, pour moi, ça a été assez douloureux. Donc j'étais assez content qu'on resserre un petit peu l'émission. Et Thomas, c'est vrai que votre émission, elle a une place assez singulière sur la grille d'Europe 1, parce que vous vous trouvez entre l'heure des pros et l'émission de Christine Kelly, qui sont vraiment 2 rendez-vous d'actualité. Vous, on est plutôt dans une émission de détente, une émission d'accueil sur la culture. On est la respiration entre les deux. Voilà, c'est ça, vous souriez. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné d'être remis en question, eu égard à la position que vous avez sur cette grille?
J'ai pas eu peur parce que les audiences plaident en ma faveur. Ouais. Vous savez que dans ce milieu, en général, c'est un peu le juge de paix, c'est ça qui décide. Nous, on a eu la chance que les audiences remontent très vite et assez fort. C'est-à-dire que vraiment, on a eu une très forte augmentation ces dernières années. Donc du coup, je me sentais plutôt en confiance et je sais en plus que cette émission... elle est utile parce que justement, ça permet de rythmer la grille différemment. Je pense que les gens, ils n'ont pas envie d'avoir non plus toute l'année, toute la journée de l'information. On n'est pas une radio purement info. Oui, c'est pas France Info. Voilà, c'est pas France Info, c'est pas CNews, c'est pas LCI. C'est une généraliste. C'est une généraliste. Et donc, c'est important aussi de rythmer avec d'autres choses. Et nous, on apporte notre spécificité, quoi. Allez, on va désormais vous montrer quelques visages que vous connaissez bien, qui ont ponctué votre carrière. On va commencer avec celui qu'on connaît bien parce que vous êtes venu avec cette femme il y a encore quelques années sur le plateau du Buzz TV. Il s'agit de Maya Loquet. Maya Loquet, qui a animé pendant de nombreuses années avec vous la quotidienne. C'était sur France 5 à la mi-journée de 2013 à 2021. Vous êtes toujours en contact avec elle ? Oui, bien sûr. Ouais. Maya, c'est une formidable journaliste avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Mais au-delà de ça, c'est une fille sympa avec qui on s'est vraiment marré avec Maya. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petits préférés. Vous étiez toujours dans les bêtisiers. À une époque, et on passe encore dans des bêtisiers aujourd'hui grâce à ça. Et on faisait des espèces de mise en scène où c'était un espèce de petit jeu d'acteur qu'on faisait. C'était juste pour annoncer l'émission. Mais on a fait des trucs, même des parodies de films érotiques, des trucs vous ne referiez plus aujourd'hui. Qui seraient plus compliqués, je ne sais pas. Mais en même temps, on s'est vraiment marré avec Maya. Et vous la regardez dans Télématin ? De temps en temps, alors c'est une heure où je bosse un peu, où je prépare mon émission, donc c'est compliqué, mais oui, je vois qu'elle s'éclate, que ça se passe bien. En plus, elle a pris du galon cette année. Et il y a son frère qui prend le relais derrière, en plus. Et c'est vrai. Il y a toute la famille Loquet, dans Bel et Bien. Ouais. Et ça vous manque, la télévision ? Alors c'est vrai que vous y apparaissez de temps en temps dans des jeux, notamment. Tout le monde a son mot à dire. Mot de passe également. On vous a vu également dans 100% Logique avec Cyril Ferraud. Mais vous aimeriez, à défaut d'être joueur professionnel, d'être vraiment à la tête d'une émission, que vous incarnez. Oui, je l'ai fait pendant longtemps. Et c'est vrai que j'aime ça, la télé. Après, j'ai découvert avec la radio une souplesse, une simplicité. Et finalement, j'ai eu l'impression à la radio de davantage montrer qui j'étais. Ce qui est bizarre parce qu'on ne montre pas sa tête. Mais au final, on montre mieux sa personnalité à la radio, je trouve. Parce qu'on est dans un rapport beaucoup plus naturel et direct avec les gens. Après, j'ai adoré, moi, l'expérience de la quotidienne. Je rêverais de refaire une émission comme ça. Une émission de bande, sympa, avec une bonne équipe. On s'est marré pendant 7 ans et demain on me dirait est-ce que tu veux refaire la quotidienne, je foncerai, c'est sûr. Dès demain, Donc oui, refaire de la télé, évidemment. Je sais que j'y reviendrai un jour ou l'autre. Après, je ne sais pas sous quelle forme ou avec quelle émission, mais oui. Bon, les nouvelles photos, on va lancer la deuxième photo qui va s'afficher, celle de Nagui, m'y attendais. puisque vous avez été producteur de N'oubliez pas les paroles pendant un septennat, 7 ans, de 2011. pas tant que ça. De 2011 à 2013, pardon. En fait, j'ai bossé pendant 7 ans pour la boîte de prod de Nagui. Et effectivement, quelques temps, j'ai été producteur de N'oubliez pas les paroles quand il a fallu relancer un peu la machine parce que N'oubliez pas les paroles marchait moins bien à une époque. C'est vrai. Et vous avez relancé avec le concept des champions. J'en ai fait un duel, ce qui n'était pas le cas avant. Pareil, c'est un bon copain, Nagui. Ah oui, Nagui, alors je le vois encore plus souvent que Maya, parce que effectivement, je le croise de temps en temps sur Tout le monde a son mot à dire, où il est producteur, et puis il organise des petites fêtes de temps en temps, où il a la gentillesse de m'inviter. Donc oui, Nagui, il a marqué ma carrière, ça c'est sûr. Il m'a fait confiance. Il m'a fait grandir. J'ai pu produire mes premières émissions grâce à lui. Au départ, je suis arrivé comme directeur du développement là-bas. Donc, vous réfléchissez à des nouvelles émissions. Et vous êtes vraiment dans l'ombre aussi. Vous êtes dans l'ombre. Et puis même être dans l'oreillette de Nagui, c'est quelque chose. Moi, je pense que ça m'a en partie appris mon métier aujourd'hui. Le sens du rythme et tout ça. La dynamique. Et c'est quelqu'un qui a évidemment beaucoup de talent. Donc c'était un bon maître. Et comment vous avez réagi lorsque vous avez découvert qu'il avait été pris pour cible, notamment lors de la commission d'enquête, vous savez, sur le financement et le fonctionnement de France Télévisions, en tout cas de l'audiovisuel public. Il a été pris pour cible par le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Aloncle, le député UDR. Comment vous avez réagi ? À la fois, je trouve ça normal de devoir rendre des comptes, que tout le monde dans un service public rende des comptes. Ça me semble pas totalement illégitime. Après, les attaques directes contre lui, contre ce qu'il a gagné, avec des montants
qui n'avait pas l'air d'être totalement étayé, des chiffres, en fait, jeter les gens en pâture comme ça a été fait, je trouve qu'il y a un côté un peu gênant là-dedans. Surtout que je ne crois pas que ce soit de l'argent qu'il ait volé, Nagui. C'est France Télévisions qui lui a accordé toutes ces émissions. Et donc, à un moment, je pense que c'est à France Télévisions surtout d'y répondre. S'il considère, Charles Aloncle, que c'est trop, c'est à France Télévisions qu'il faut en faire la remarque. Nagui, il a proposé des concepts qui ont fonctionné et qui rapportent aussi de l'autre côté. Et qui rapportent beaucoup à la régie publicitaire de France Télé. C'est défendu. Et c'est vrai que n'oubliez pas les paroles, aujourd'hui c'est devenu très important pour la régie pub de France Télé. Hein. Donc oui, il rapporte de l'argent au service public, Nagui. Allez, dernière photo, Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui vous a quitté, alors qu'il ne nous a pas quitté. Jean-Luc Lemoyne, on l'a reçu un texto de sa part il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il est encore là, on rassure tout le monde. Il va très bien. Il va très bien. En tout cas, à l'heure où on tourne cette émission, il va bien. Il faisait partie de vos chroniqueurs encore la saison dernière. Il y animait une passe humoristique qui était vraiment succulente. Et cette année, il est oui, parce que c'était un crève-cœur. Mais c'est vrai qu'il m'a dit, là, je vais exploser en vol. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Luc est quelqu'un de très perfectionniste, qui bosse énormément. Et je l'ai vu bosser, je peux vous dire, derrière son ordi pendant des heures carrées pour préparer sa chronique du lendemain, à dérocher les images, à les couper, à écrire ses vannes, machin. C'est un boulot de titan. Hein. Et donc, parfois, ça lui prenait 5-6 heures dans sa journée pour une chronique de 5 minutes, quoi. Et donc, quand il s'est agi, là, maintenant, il a une tournée partout en France avec à la fois son spectacle et une pièce de théâtre, parce qu'il a repris le prénom. Exactement. Il m'a dit, en fait, j'y arriverai plus, quoi. Plus le temps, quoi. Voilà, c'est injouable. Donc, voilà, c'est dommage, on a réorganisé l'émission autrement. Vous le remplacez pas? Vous ne prenez pas d'autres humoristes? Parce que je me suis vite rendu compte qu'il était irremplaçable, en fait. Ah ouais. C'est beau, ça. Non, mais c'est vrai, il est trop fort, Jean-Luc. Il est trop fort. Et vous pensez qu'il va revenir une fois que toutes ces activités se seront un petit peu plus estompées? Franchement, j'aimerais bien. Si, en tout cas, je lui dis, il revient quand il veut. Nous, on adore Jean-Luc, c'est un personnage formidable. Et puis, il nous a fait tellement marrer que je serais ravi qu'il revienne, évidemment. Allez, une toute dernière photo, parce qu'il nous reste que 30 secondes. On a juste le temps. Jean-Pierre Foucault, parce que Jean-Pierre Foucault, c'est quand même le taulier qui vous a remplacé pendant vos vacances à la tête de Culture Média. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il vous pique sournoisement votre place, Jean-Pierre Foucault? Parce que quand même... Vous croyez que c'est son ambition derrière? Bon, il n'a plus d'ambition, Jean-Pierre Foucault. Vous avez le plus il est beau tranquillement joker. vers Marseille. C'est un joker de luxe. Vous avez le plus beau joker du PAF, franchement. Je pense d'ailleurs, je peux vous l'annoncer, qu'il reviendra, Jean-Pierre Foucault. Quand ça? Je lui ai proposé à l'issue de la 500e et il m'a dit oui avec plaisir. Pour des congés? Donc, pour une semaine là, fin avril, où je vais prendre une semaine de vacances. Alors c'est bien sympa, il vous remplace à Culture Média, mais vous voulez pas le remplacer à Miss France aussi, vous? C'est pas dans vos bah oui. Mais attends, faut échanger. C'est vie ma vie. C'est une bonne idée, ça, je vais lui dire. Franchement, essayez à un moment donné suggérer l'idée, non? Mais quelle bonne idée, Damien. Vous voulez pas faire mon agent? Voilà, 10%. Mais moi je veux pas de problème, par contre, parce que après on va dire oui, il veut piquer ma place, etc. Très bonne idée. Bon courage pour lui suggérer ça, Thomas. Merci beaucoup, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous avez dépassé le 500e numéro de Culture Média, donc c'est tous les matins donc sur Europe 1. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci Sarah. Et le Buzz TV revient dès demain avec une pointure du journalisme politique. Il sort un livre. Ce sera Alain Duhamel qui sera notre invité ici au Buzz TV sur le Figaro TV. Passez une excellente soirée et à très vite sur le Figaro TV.